Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter pour un coup du TD d'IF40. Donc on va voir ensemble le TD numéro 6, le décodage d'adresse. Alors cette vidéo fait suite au cours sur les techniques d'interfaçage. Je vous encourage à aller déjà voir ma vidéo de cours et également peut-être de faire les exercices de cours que j'ai corrigés et qui sont disponibles sur la plateforme Moodle avant de regarder cet exercice. Bien que si vous n'avez pas encore fait les exercices, mais vous avez uniquement regardé la vidéo du cours, eh bien vous pourrez suivre sans problème ce TD. Pour réaliser ce TD, je vais m'appuyer sur l'énoncé du TD et le support de cours, même si vous allez voir, j'ai copié-collé tous les documents dont nous avons besoin, les datasheets des différents composants que nous allons utiliser, elles sont présentes dans l'énoncé de TD. Donc le TD numéro 6 sur le décodage d'adresse, on va lire dans un premier temps l'énoncé rapidement. Donc on se propose d'étudier une partie du décodage d'adresse liée au microprocesseur. Donc je vous rappelle, le décodage d'adresse, c'est la technique qui consiste en la création d'un plan mémoire virtuel, c'est-à-dire que du point de vue du microprocesseur, l'espace mémoire est contigu. Il va par exemple, pour un microprocesseur qui a un espace mémoire de taille 16 bits, codé sur 16 bits, pardon, qui est de 0000 jusqu'à FFFF. Lui, le microprocesseur, cela s'apparente à une énorme mémoire, une grande mémoire. Mais en réalité, il peut s'agir de plusieurs composants et pas que des mémoires. Et un circuit qu'on appelle circuit de sélection s'occupe de faire le lien entre une adresse globale émise par le microprocesseur et l'activation du bon composant qui correspond à cette adresse. Donc le fait de décoder ceci, c'est ce qu'on appelle le décodage d'adresse. À partir du contenu de la mémoire PROM, donc c'est le composant MN6, listé en annexe des T5, donc ça ce sont des documents que je vous donne juste après, remplir le tableau donné en annexe, listant les différents composants appartenant à l'espace mémoire du microprocesseur. Une petite coquille dans cet énoncé, puisque le circuit de sélection, il est composé, comme son nom l'indique dans l'énoncé, de MN6, qui est une mémoire PROM, qui est ici, mais également de MN5, on va le voir. Et on peut tout de suite remarquer qu'une sortie de MN6 est reliée à une entrée de MN5. Ce composant-là est donc cascadé avec ce composant-là. On peut remarquer également que ce composant-là est un 74HC138, c'est un composant que nous avons étudié en cours, c'est un décodeur. On a donc, dans cet exercice, une mémoire de type PROM cascadée avec un décodeur. Donc le circuit de sélection, on le trouve sur le document DS3, qui est un petit peu plus loin dans votre liste de documents, qui est DS2, DS3 ici. Donc le voici, ce circuit de sélection. Comme il est très petit dans le document, et j'ai conscience que les documents que je vous ai donnés qui sont imprimés de manière assez floue. C'est pour ça que je vous en ai refait ici une copie d'écran avec un zoom. Très bien, alors, le but du jeu de CTD est ni plus ni moins que remplir ce document qui correspond à l'espace mémoire adressable. Donc on peut voir qu'on a pas mal de composants, des ROM, des RAM, des EPROM, des timers, des périphériques d'entrée-sortie, des sélectionneurs, etc., etc. Donc on va voir un petit peu ensemble comment est découpé, comment est organisé le plan mémoire. Et puis je vous propose de commencer tout de suite. Donc pour réaliser ce TD et que ça soit plus simple pour vous et pour moi, j'ai copié-collé, vous voyez, les éléments sur un autre logiciel qui me permet d'écrire avec un stylo pour que ça soit plus simple pour annoter. Mais ce sont exactement les mêmes choses que je vous présente ici que ce qu'il y a dans le TD. Donc dans l'énoncé de TD, on va retrouver le circuit de sélection, le tableau que l'on va remplir ensemble, une première datasheet. Alors, cette datasheet, elle est composée en deux parties. En fait, cette partie-là, ici, n'est absolument pas utile pour l'énoncé. C'est juste que la datasheet qui était de la PROM était collée avec celle-là. Et quand j'ai réalisé le scan de ce document, j'ai scanné ça. Donc, toute cette partie-là ne nous intéresse absolument pas ici. Par contre, cette partie-là nous intéresse énormément puisque c'est la datasheet de la mémoire PROM. Donc, la mémoire PROM, je l'ai présentée en cours, je ne vais pas revenir dessus. Mais ce qui nous intéresse énormément, surtout, c'est le contenu de sa mémoire qui est ici.
Ensuite, on va trouver une datasheet sur le 74 HT138 avec notamment la même table de vérité que l'on retrouve en cours que je vous ai remis ici. Et puis les différents documents du circuit électrique du microcontrôleur où c'est qu'on va voir les différents composants et le microprocesseur qui lui est associé. Ok, alors on y va. On va revenir dans le circuit de sélection. Le microprocesseur est un microprocesseur 16 bits. Ça veut dire que son bus d'adresse est composé de 16 bits. Le LSB, Least Significant Bit, est dénommé A0. Le MSB, Most Significant Bit, est dénommé A15. Donc, toutes les adresses qui sont émises par le microprocesseur sont des adresses codées en binaire sur 16 bits. Certains bits de ce bus d'adresse sont utilisés pour la sélection du composant. On peut tout de suite identifier quels sont ces bits qui sont utilisés pour cette sélection. Très simplement, ici j'ai le circuit de sélection. Je peux remarquer que en entrée ici de la mémoire PROM et ici du décodeur, j'ai certains de ces bits d'adresse. Ces bits d'adresse, en fait, ils vont de A7 jusqu'à A15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de ces bits-là peut, je dis bien peut, servir à la sélection du composant. Les autres bits ne serviront pas à la sélection du composant. Alors, MN6, c'est une mémoire PROM. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, en fonction de l'adresse que vous avez mis en entrée ici, vous allez regarder le contenu de la mémoire et on va recopier le contenu de la mémoire en sortie ici. Alors, pour plus de lisibilité, ici, c'est Y0 et ici, c'est Y7. Donc ici, c'est le MSB et ici, c'est le LSB. Donc, il faudra qu'on fasse attention lorsqu'on écrira des nombres avec ça. Ici, c'est la sortie 0. Excusez-moi, c'est la sortie 0. Ah, j'ai du mal. Et ici, c'est la sortie 7. Voilà, je vais y arriver. Ceci est un décodeur. Un décodeur, c'est assez simple à comprendre. Lorsque le circuit d'activation ici, qui est composé ici d'une entrée qui est mise tout le temps à 1, ici une entrée qui est mise à la masse, ça c'est le symbole de la masse, et ici une entrée qui est reliée sur Y0 de ici, lorsque ça vaut 1, 0, 0, ici, 0, 0, 1, eh bien, le circuit fonctionne. Si ces trois états ne sont pas à 1, 0, 0 respectivement, toutes les sorties ici sont désactivées. Je vous rappelle qu'on désactive par un 1, donc H pour I, et on active par un L, low pour 0. Et c'est la même chose ici. Eh bien, je vous propose d'étudier le fonctionnement en faisant un premier exemple, en répondant à la première question. Je l'ai mis juste en dessous. Première question, nous allons étudier la ROM MN9. Elle se trouve dans le document DS4. Donc la première chose qu'on peut aller faire, c'est voir un petit peu cette ROM. Donc on va y aller. Donc ROM, c'est une mémoire dans le document DS4, ici. Je vais zoomer un petit peu. MN9, voici MN9. Alors, tout de suite, je peux remarquer plusieurs choses. Premièrement, je vais regarder les entrées et les sorties. Ceci est une mémoire, parce que c'est une mémoire de type ROM. Donc, je peux tout de suite en déduire qu'en entrée, je vais avoir des adresses. Quels sont les bits du bus d'adresse qui sont reliés au composant MN9? Eh bien, je vois, ça va de A0 jusqu'à A14. Donc, la première chose que je peux faire dans mon tableau, c'est mettre ici des points. Parce que les entrées sont reliées. Donc, de A0 jusqu'à A14. Ça veut dire que l'adresse émise par le microprocesseur, eh bien, les bits A0 jusqu'à A14 vont influer dans MN9, lorsque celui-ci est bien entendu sélectionné. Alors, je peux regarder quelque chose d'intéressant également, c'est la sortie. La sortie, elle est sur 8 bits ici. Et donc, tous les composants qui vont aller écrire une valeur dans le registre, enfin dans le bus de données,
ce bus de données sera de taille 8 bits. Donc ici, on a des données de taille 8 bits. Bon, ça, c'est pas marqué, enfin, c'est pas à renseigner dans ici le tableau. Hein. Alors, maintenant que j'ai vu quel bit servait à l'utilisation du composant, je vais m'intéresser à quel bit et quelle est la valeur de ces bits qui servent à sélectionner le composant. Donc je vais dans le circuit de sélection et je cherche le composant MN9. MN9 se trouve ici. C'est-à-dire MN9 est relié à la sortie Y6 de la ROM MN6. Je dois donc, pour activer ce composant MN9, je dois le mettre à 0 ici. Je vous rappelle que les techniques d'interfaçage se basent sur le principe, enfin ce circuit de sélection ne doit sélectionner qu'un seul composant. Donc tous les autres doivent être désactivés. Ça veut dire que sur tous les autres, je vais avoir 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Et ici, je dois avoir tout des 1. Mais comme j'ai mis un 1 sur Y0 ici, hop, un 1 ici va désactiver le composant et va passer tous ces composants-là à 1. Donc à partir du moment où vous mettez un 1 sur Y0, tous ceux-là sont à 1. Donc un 1 désactive, un 0 active, je le rappelle. Donc je dois former ce nombre-là. Je vais le remettre à l'horizontale. Alors je vous rappelle, ça c'est le MSB. Donc à l'horizontale, je vais l'écrire là-haut, ça fait 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et bien sûr, c'est du binaire. Je le passe en hexa. 1, 0, 1, 1, ça fait B. 1, 1, 1, 1, ça fait F. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, lorsque je veux activer MN9, je dois écrire BF. Comment est-ce qu'on écrit BF ici? C'est une mémoire. Eh bien, en fait, il suffit de chercher dans la mémoire les cases où il y a BF à l'intérieur. Et ces cases, correspondent une adresse. Et après, je vais lister l'ensemble des adresses possibles qui me donnent la valeur BF. Je zoome un petit peu sur mon tableau et je vais chercher BF. Alors attention, c'est pas FB, hein, c'est bien BF. Le voilà ici. Donc ça commence ici. Ça va tout là. Tout sur cette deuxième ligne, 3 et 4e ligne, et ça finit là. Alors la façon dont on lit cette mémoire est exactement la même que ce qu'on faisait lorsqu'on faisait de l'assembleur sur Code Composer. L'adresse de cette case ici est C0. L'adresse de ici, j'espère que vous voyez, je vais prendre mon curseur. L'adresse d'ici c'est C1, ici c'est C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, CA, CB, CD, CE, CB, CC, CD, CE, CF. Et quand je reviens ici, D0. Donc ça correspond bien ici. Donc on peut en conclure que BF, c'est toutes ces adresses. L'ensemble de ces adresses me donne BF, c'est-à-dire BF, il va m'être retourné quand en entrée sur ces bits-là, je mets une adresse comprise entre C0 et FF, qui est la dernière case ici, FF. Hein, F0, F1, F2, etc. jusqu'à FF. Je vais écrire ces adresses en binaire. Voici C0. Et pour FF, voici FF. Alors, je ne vais pas faire ce travail parce qu'il serait extrêmement long et chronophage, mais je devrais écrire toutes les adresses, en compris entre C0 et FF. Au lieu de ça, je vais vous demander d'imaginer dans votre tête toutes les adresses possibles qui donnent BF, en binaire. Maintenant, regardez. Sur l'ensemble de ces adresses, on peut en écrire une autre. Par exemple, on peut écrire C1. Et puis ici, on peut écrire FE. Ça, ok. Et entre, eh bien, il y a toutes les adresses comprises. En fait, ces adresses, toutes ces adresses ont un point commun. Le point commun est le suivant. Je vais essayer de changer de couleur. Comme ceci. Le point commun est que les deux bits de poids fort sont toujours à 1.
Je ne sais pas si vous voyez ça dans votre tête quand vous dessinez quand vous imaginez toutes les combinaisons possibles. En fait, on laisse ces 2 bits à 1 et c'est toutes les combinaisons partant de 0, 0, 0, 0, 0, 0 à 1, 1, 1, 1, 1, 1. Toutes les combinaisons sont réalisées. Ça veut dire qu'à partir du moment où je mets ces 2 bits à 1, je peux mettre n'importe quoi ici. Cela me donnera une adresse comprise entre C0 et FF. En d'autres termes, seuls ces 2 bits-là sont utiles à la sélection du composant. Ces bits-là n'ont pas d'utilité. Parce qu'à partir du moment où je mets ces deux-là à 1, je peux mettre n'importe quoi là-dedans. Le composant MN9 sera sélectionné puisque la ROM me donnera la sortie BF. Et bien c'est ces 2 bits-là qu'on va reporter dans notre tableau. 1, 1. Alors vous avez vu dans le tableau, il peut y avoir un point et un chiffre. C'est pas un souci. Mais quand on fera les calculs, c'est le chiffre qui prendra la priorité. Voilà comment j'ai déduit la sélection de ce composant. Maintenant, je peux me poser les questions détail. Des adresses des zones, donc occupées, utiles et recouvrement. Alors je vous rappelle, la zone occupée, c'est la zone, c'est l'ensemble des adresses que va utiliser le composant. Qui sont attribuées avec la sélection du composant. La zone utile, c'est l'ensemble des adresses que va utiliser le composant, comme son nom l'indique, c'est utile. Et la zone de recouvrement, c'est l'ensemble des adresses qui sont occupées mais qui ne sont pas utiles. Donc en fait, si je dessine ça sous forme d'un tableau, imaginons que c'est une adresse ici, je mets n'importe quoi. Ça commence à 10 jusqu'à l'adresse FF00. Ça, c'est l'ensemble. Et imaginons que l'adresse 10 jusqu'à l'adresse 16, elle soit occupée. Le recouvrement, c'est tout le reste. Ok. Très bien. Alors, un petit truc et astuce à retenir. Enfin, c'est pas vraiment un truc et astuce, c'est plutôt une règle à bien retenir. Dans votre tableau, lorsque vous avez des points et vous n'avez pas de croix, comme c'est le cas ici, toute la zone occupée va être utile. Si vous avez des croix, il y aura du recouvrement. Si vous n'avez pas de points, il n'y aura pas de zone utile. Okay. Comment je fais les points et les croix? En fait, vous avez vu, j'ai déjà rempli les points. Et ensuite, je remplis la sélection. Et s'il me reste des cases vides, eh bien, je mets des croix dedans. Voilà comment ça marche. Dans cet exemple-là, il n'y en avait pas. On va faire un exemple après où il y en aura. Très bien. Eh bien, on n'a plus qu'à remplir. Alors, la zone occupée. Pour trouver l'adresse minimum de la zone occupée, on remplace, écoutez bien, les croix par des zéros, les points par des zéros. Sauf si dans la case où il y a un point, il y a également un chiffre. S'il y a une croix, il ne peut pas y avoir de chiffre, c'est pas possible. Vous vous êtes trompé. Donc ici, en fait, je vais remplacer tout ça par des zéros. Hein, sauf celui-là. Là, je laisse 1. Donc ça fait 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. C'est C. Ensuite, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Donc ça fait C, 0, 0, 0. Voilà. Quand le microprocesseur écrit cette adresse-là, eh bien, on travaille avec le composant MN9. L'adresse maximum, je remplace les points et les croix par des 1. Donc, c'est tout des 1. Donc, ça va faire 0x, F, 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 F. Et voilà. Donc, dans l'organisation mémoire, sur 16 bits, les adresses comprises entre C000 et FFFF, eh bien, en fait, agissent sur le composant MN9. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de croix. Donc, toutes les zones occupées sont utiles. Donc la plage utile est la même que la plage occupée. Et donc, vu que c'est la même, elle est complète, il n'y a pas de recouvrement. La taille occupée. La taille occupée, c'est pas compliqué, c'est l'adresse max moins l'adresse min plus 1, parce que le 0 compte, si vous voulez. Si vous voulez, ça va de 0 à 9, eh bien il y a 10 cases. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ça revient à faire F, 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 moins
C000 plus 1. Donc, pour que ça soit plus facile, peut-être, on peut mettre le plus 1 à FFFF. Donc, on fait FFFF plus 1, ça va faire 1, 0, 0, 0, 0. Et si on fait moins C000, ça revient à faire 10 moins C, si vous voulez. Puis après, vous multipliez par 1000. Donc, je le fais, peut-être que ce soit plus simple, je vais mettre ça là. Je vais le faire avec la calculatrice. Ici, on va se mettre en mode programmeur. Donc, j'écris, je me mets en hexadécimal. FFFF moins C000, c'est égal à 3FFF plus 1, ce qui me fait 4000. Attention, c'est en hexadécimal. Je dois la passer en décimale. Ça me fait 16 384. Ceci, ce sont des mots. Hein, on est bien d'accord? Donc, vous faites attention, ce résultat-là, il est en mots. 16 384 mots. Je ne le mets pas là-dedans parce que vous allez voir pourquoi. 16 384 mots. Pourquoi je ne le mets pas là-dedans? Parce que, bon, ici, c'est pas marqué dans le TD. Est-ce qu'on l'a mis dans l'énoncé? Je ne me souviens plus, on va aller voir. On ne me dit pas quelle est l'unité ici. Non. Alors, moi, je vous propose qu'on mette la taille en octets. Donc, je vais vous faire toutes les unités pour que vous compreniez bien. Donc, le résultat que vous trouvez là est toujours en mots. Ensuite, vous pouvez le passer en bits, en kilobits, en octets et en kilo-octets. Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Un mot, c'est une case mémoire. Donc, pour passer en bits, il faut, ou en octets, ou en kilobits, ou en kilo-octets, il faut déjà se poser la question, combien de bits fait un mot? Et attention, cette réponse n'est pas toujours la même. Pour avoir cette réponse, c'est la chose que je vous montrais tout à l'heure. Je dois retourner dans le document DS4, je dois regarder MN9, et en fait, ici dans MN9, je regarde la sortie. La sortie est codée sur 8 bits. Ça veut dire qu'une case mémoire fait 8 bits. Ça veut dire qu'un mot équivaut à 8 bits. Donc, pour l'avoir en bits, ce nombre-là, je multiplie le nombre de mots par 8. Et ça me donne, on peut prendre la calculatrice pour faire ça, 16 384 x 8, 131 000. 131 000, j'ai pas regardé, 0,72 bits. Pour l'avoir en kilobits, je divise ceci par 1024. Et je l'ai en kilobits, ça fait 128 kilobits. Ensuite, pour l'avoir en octets, je divise le nombre de bits, c'est-à-dire ici, par 8. Comment on peut faire ça? On va le réécrire là. On va effacer ça. On va le réécrire là. Donc j'ai 16 384 mots. Pour le trouver en bits, je multiplie par 8. Et pour le trouver en octets, je divise par 8. Donc ça revient au même. Hein. Ça me fait 16 384 octets. Et pour le trouver en kilo-octets, ben, je divise par 1024. Ce qui me donne, on peut regarder, hop, ça fait 16 384 divisé par 1024, 16 kilo-octets. Voilà comment vous passez de toutes les unités possibles à une autre. Donc faites attention, hein, lorsque je vous donne un exercice ou un examen. Ici, je ne l'ai pas précisé, j'avais fait exprès parce que c'était pour vous montrer toutes les possibilités. Allez, on va dire qu'on va les écrire en octets. Donc ici, j'ai 16 384 et comme toute la taille est utile, j'ai également 16 384 ici.
Voilà comment on passe de l'un à l'autre. Vous faites très attention, hein, vous avez vu. Suivant ce que moi je vous donne comme taille, comme une unité, bah, vous devrez mettre dans la bonne unité. Et voilà comment est-ce qu'on fait pour remplir les différentes cases du tableau. Alors, la correction complète, elle est disponible sur Moodle. Je vous ai fait un petit fichier Excel que je vous projette ici, qui est disponible sur Moodle, hein, dans la version, dans la partie TD, correction du TD numéro 6. Donc la voici complète. Donc on peut voir qu'on a bien retrouvé exactement ce qu'on cherchait. Je vais vous faire un autre exemple pour voir si on a bien compris. Et surtout, je vais faire un autre exemple qui va utiliser les deux, c'est-à-dire la mémoire et le décodeur. Donc, je vais effacer un petit peu ce que j'avais fait là. Hop. Là et ici. Ok. Alors, un deuxième exemple. Utilisons utilisons quelque chose qui est par là. Je vous propose d'étudier, excusez-moi, le composant MN17. MN17. Alors MN17, il se trouve ici. Donc il est sur la sortie Y0, Y1, Y2. Donc il est sur la sortie 2 du décodeur. Donc, avant d'utiliser le décodeur, je dois déjà activer le décodeur. Et pour activer le décodeur, hop, je me retrouve avec ma mémoire. Je dois activer la sortie Y0 de la mémoire. Donc dans un premier temps, on va étudier la mémoire et surtout comment activer Y0. Donc ici, je le mets à 0. Donc tous les autres doivent être à 1. Comme ceci. Ici, c'est Y0 et ici, c'est Y7. Je réécris ce nombre-là à l'horizontale au-dessus. Donc ça va me donner 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Si je le convertis en hexadécimal, ça me donne F. Et ici, E. FE. Maintenant, je prends ma mémoire. Je vais effacer un petit peu tout ce que j'ai écrit là. Hop, 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 hop. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus lisible, on va dire. Voilà. Et ici. Ok, on s'y retrouve. Alors, j'en étais où? J'en étais à chercher FE dans le contenu de la mémoire. Alors, je remarque que FE, il se trouve entre ici et là. Donc, aux adresses 10, 11, 12, 13. Super. Je vais aller écrire en binaire les adresses 10, 11, 12, 13. Donc, c'est entre 0x10 et 0x13. Écrivons 10. Ça fait 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Écrivons 13. Ça fait 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Imaginons, on peut les écrire là, 11 et 12. 11 c'est 0, 1. Ouh, excusez-moi. 11 c'est 0, 1. Et 12 c'est 1, 0. Donc qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? On remarque que l'ensemble ici ne bouge pas. Quelle que soit la valeur des bits ici, vous avez toutes les combinaisons possibles, du moment que je mets ça entre A15 et du coup ça va être A10, eh bien je sélectionne ce composant-là. Enfin, je sélectionne la sortie Y0, c'est pas fini. Hein. Ok. Donc on peut déjà écrire dans le tableau. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Ouais, excusez-moi, je suis pas dans la bonne ligne. On est en train de travailler sur MN17. Hein. Donc MN17, hop, voilà, ça va mieux. Il est là. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 0. Très bien. Mais c'est pas fini. Parce que j'ai juste activé le composant MN5. Maintenant, je travaille avec MN5. MN5, c'est un décodeur. Il suffit d'écrire en binaire le numéro de la sortie. Ça, c'est facile. Donc,
Pour la sortie 2, j'écris 0, 1, 0. Je vous rappelle, le MSB est ici. Et le LSB est là. Hein? Donc 0, 1, 0. Ok, donc j'écris un A9, 0, A8, 1, A7, 0. On y va dans le tableau. Donc 0, 1, 0. Et voilà. Et là, j'ai activé avec ce code-là le composant MN17. Maintenant, on va aller le voir. Il est dans DS3. Hop, DS3 qui est ici. MN17, où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Il est là, MN17. Alors, je suis désolé, c'est assez flou. Néanmoins, on peut le remarquer. Il y a seulement 2 bits de bus d'adresse qui sont ici, qui sont utilisés. C'est A0 et A1. Donc A0 qui est ici, c'est relié. A1 qui est là, c'est relié. Désolé, j'ai un peu encore du mal avec le stylo. Ça active des fonctions sans que je le veuille. Voilà. Et les cases vides, on les remplit par des croix. Donc là, ça va être intéressant parce que là, je vous ai dit tout à l'heure, les croix signifient du recouvrement. Donc je vais avoir du recouvrement. Zone occupée, je remplace les points par des zéros, les croix par des zéros. On y va, ça fait 1, 1, 0, 0. Donc 1, 1, 0, 0. Adresse max, je remplace les croix et les points par des 1. Donc ça fait ici 1, 1, 0, 1, 1, ça fait 7 et F. Voilà. Ensuite, la zone utile, je remplace les croix par des zéros, les points par des zéros. Donc c'est la même que la zone occupée, l'adresse min. Et l'adresse max, je remplace les croix par des zéros, les points par des 1. Ça fait 0x, 1, 1, 0. Et là, 0, 0, 1, 1, ça fait 3. Et oui, on le voit tout de suite, il y a 2 bits, donc 4 possibilités. Donc c'est les adresses 1100, 1101, 1102, 1103 qui sont utiles. Tous les autres ne servent à rien. Le recouvrement, c'est le reste. Ben, c'est facile, vous prenez la max de l'utile plus 1, ça fait 0x1, 1, 0, 4. 4. Et jusqu'à la fin, donc 0x, 1, 1, 7f. Je suis désolé pour mon écriture, mais vous avez le fichier Excel avec vous de correction. C'est écrit correctement dedans. Taille occupée, eh bien on recommence, on va le faire en octet. Donc la taille occupée, je me mets en programmeur. Donc c'est l'adresse, je suis en train de travailler en hexa, 117f moins 1100 plus 1. Donc 80, hein, 80 en hexa, donc ça fait 128, 128 mots. 128 fois 8 pour trouver en bits, et 128 fois 8 divisé par 8 pour trouver en octets. Et donc, ça fait 128 octets. 128 octets. C'est un petit taux, ça. Par contre, l'utile, je les ai comptés tout à l'heure, il n'y en a que 4. 4 octets. Donc, vous voyez, je vais faire une petite pause là-dessus. Là, j'ai 128 adresses possibles dans mon composant. Et en fait, j'en ai que 4 qui servent à quelque chose. Ça, c'est pas anodin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les adresses comprises entre 104 et 117f, bah, elles ne servent à rien. C'est pire que ça. Je vais vous faire un exemple tout de suite. On ne peut pas dire qu'elles ne servent à rien. On ne peut pas dire qu'elles n'existent pas. Par contre, on va essayer de ne pas les utiliser. Et là, hop, je prends 2 secondes de fascicule du DSP pour vous montrer quelque chose. Dans le fascicule du DSP, si vous vous souvenez bien, tout au début de l'UV, je vous avais présenté un plan mémoire qui est, je vais y arriver, que j'ai loupé, voilà, l'espace mémoire, qui est à la page 10. Voici l'organisation de la mémoire. On voit dans cette organisation qu'il y a tous des pans qui sont marqués réservés. D'accord? En fait, ces pans-là, c'est pas réservé pour quelque chose. C'est juste que ce sont des adresses de recouvrement. Et je vous montre ça tout de suite. Prenons un exemple. On va prendre un exemple. On va imaginer que le microprocesseur, il veut écrire à l'adresse 1, 1, 0,
Bah 1100. Ok. Donc en binaire, ça fait 1, 1, 0, 0. Quel composant cela va activer? Ça va activer MN7, puisqu'on est dans la plage de MN7. Quelle est l'adresse de MN7 qui va être utilisée? Comme il y a uniquement ces deux points-là, ça va être l'adresse 0, 0. Donc dans le composant MN17, ici je vais voir 0, 0, et lui il a une adresse à 0, 0. On comprend que ce composant n'a que 4 adresses. Hein. Donc l'adresse 0, 0. Ok. Maintenant, imaginons que j'écrive quelque chose à l'adresse 1, 1, 1, 0. En binaire, ça fait 1, 1, 1, 0. Quel composant vais-je activer? J'ai toujours bien écrit 1, 1 et ce 0 là. Hop, ici, j'active MN17. Donc je travaille également avec MN17. Sur quelle adresse de MN17 vais-je travailler? Eh bien en fait, la même que précédemment. Hop, donc je vais écrire ici, dans 0, 0. Et là, ça pose un gros problème. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a deux adresses différentes qui vont écrire en fait dans la même case. C'est comme si vous faisiez en C int toto, int tata. Et quand vous écrivez dans tata, ben, ça va écrire dans toto. Alors ça, il faut surtout, enfin, faut absolument éviter ça. Donc le constructeur du microcontrôleur, il évite ça en fait en bloquant les adresses. Donc il met des parties réservées. Et en fait, si en C, le linker, je vous rappelle, le linker, c'est celui qui s'occupe quand vous faites int toto d'aller choisir une adresse. Eh bien, il ne pourra jamais choisir une adresse dans les parties réservées. Ok? Et donc, vous évitez ce problème. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est si important de faire attention au recouvrement et pourquoi déjà on a du recouvrement, on n'a pas le choix parce que le circuit électrique il est fait comme ça. Pourquoi l'espace mémoire du coup est pas entièrement adressable. Voilà pourquoi des fois quand vous achetez, alors ça arrive pas trop sur les PC parce que sur les PC en fait le truc c'est que c'est vachement optimisé, mais voilà pourquoi des fois vous achetez un composant où on vous dit il y a une mémoire de 4 Go puis en fait vous n'en avez pas 4 Go. Vous en avez 3,6, 3,7 Go. Et bien parce que il y a des parties qui sont pas adressables à cause de ça. Ok. On continue. Je voudrais faire un dernier exemple parce que celui-là il est un petit peu particulier également. C'est le seul qui est particulier. C'est MN10. On va faire MN10 ici. Alors, on va retourner ici. Je vais un petit peu effacer pour qu'on puisse travailler sereinement de façon un peu plus lisible. Donc vous repérez déjà que MN10 il se trouve dans la PROM. Donc je ne vais pas avoir besoin d'utiliser tout ce qui est décodeur, toute la partie décodeur. On va utiliser uniquement la PROM. Voilà. Alors MN10 il se trouve ici, donc c'est la sortie Y5, donc je mets Y5 à 0, tous les autres à 1. Je vais le réécrire à l'horizontale. Donc ça va me faire 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ceci c'est D. Et ceci c'est F. Ok. Maintenant je vais chercher dans la mémoire où j'ai DF. Et DF en fait je vois qu'il y est seulement à deux endroits ici. Donc ici c'est 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc aux adresses 14 et aux adresses 15. Attention, ces adresses, ce sont bien des adresses hexadécimales. Hein. N'allez pas écrire ça en décimale. J'écris 14 et j'écris 15. Comme ceci. Ouais, je me suis pas trompé. Hein. Non, c'est tout. Alors, là, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Pourquoi?
j'ai l'impression de m'être trompé. Je reprends 2 secondes. Hein. Non, je ne me suis pas trompé. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1. Et ça fait bien 1, 1, 0, 1, ça fait bien D. 1, 1, 1, 1, ça fait F, ça fait bien DF. Et DF, il se trouve à 10, 11, 12, 13, 14... Ah non, 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 excusez-moi, ouais, je me disais bien. 10, 11, 12, 13, 14, c'est 15 et 16. C'est pas 14 et 15. Je me disais qu'il y avait un problème. J'ai fait la correction en off tout à l'heure et puis je trouvais pas ça. Ok, on recommence. Voilà. 15 et 16. Ces deux adresses me donnent DF. Voici 15. Voici 16. Ok. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Clairement, on voit que l'ensemble de ces bits-là ne varie pas et vont donc être utilisés pour la sélection. Je peux donc tout de suite aller les écrire. On est sur MN10. C'est ça, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas le droit de ne rien écrire ici. Pourquoi? Eh bien parce que je vais les mettre dans une autre couleur. Cette combinaison-là et cette combinaison-là ne fonctionnent pas. D'ailleurs, on le voit. Si cette combinaison-là, elle ne me donne pas DF, elle me donne FD. Et cette combinaison-là me donne, la combinaison avec 1, me donne FF. Donc je ne dois pas utiliser ça, ni ça. Donc dans mon tableau, soit c'est 0,1, soit c'est 1,0. Donc en fait, je vais le mettre comme ça. Soit c'est 0,1, soit c'est 1,0. Mais ça ne peut pas être 0,0 et ça ne peut pas être 1,1. Voilà. C'était un petit peu la subtilité que je voulais vous montrer. On va finir l'exemple. MN10, il est dans DS4. On va aller le chercher. Alors, DS4, MN10, il est où? Je suis dans quoi là? Je suis dans DS3. DS4, le voilà. MN10, tac, 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 il est ici. Alors, on voit, c'est les composants A0 jusqu'à A8 qui lui sont reliés. Eh bien, pas de souci. Mon pointeur est là. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8. Il est bien là le point. Ok, et on peut compter les adresses. Et vous allez voir qu'en fait, ça va bien se passer. Pourquoi? Donc là, j'ai que des points, pas de recouvrement. Première adresse minimale, je remplace les points par des zéros. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Et là, qu'est-ce que je fais? Comme c'est l'adresse min, je prends la combinaison la plus petite, c'est-à-dire 0, 1. Donc ça va me donner 1. Ici, 5, 0, 0. Et pour 0x, ça va me donner 1, 0, 1. Et là, je vais prendre la combinaison la plus grande, donc 1, 0. Donc ici, ça va faire 6 et FF. Voilà. Et du coup, la zone utile est la même que la zone utilisée. Et comme je n'ai pas de croix, je n'ai pas de recouvrement. Ici, on va avoir 200. Hop, je vous le fais complètement quand même pour que tout le monde comprenne bien. 1, 6 FF moins 1500, ça fait 1 F. Oui, c'est ça. Ça fait 1 FF plus 1, ça fait 200. Et 200, ça fait 512 mots fois 8 pour passer en bits, divisé par 8 pour passer en octets. Donc ça me fait bien 512 octets. Et tout est utile. Voilà. Petite remarque, on pourrait se poser la question, oui, mais entre les 1500 et les 16F, est-ce qu'il n'y a pas des adresses qui vont ne pas marcher? En fait, si. Essayez de réfléchir dans votre tête. C'est toutes les combinaisons possibles, à compris entre 0 et 1. Et en fait, le 0, 1, 1, 1, 1, 1, plus 1, ça fait 1, 0 et tout des 0. Donc ça marche. Et voilà.
je crois que j'ai à peu près fait le tour pour ce TD. Je vous montre la correction complète, qui est disponible bien entendu sur Moodle, que vous retrouverez sur Moodle. Quelques petites remarques sur cette correction. Donc je vous laisserai faire les autres exemples, hein, c'est un bon cas d'application. J'ai fait, en gros, je vous ai montré toutes les façons possibles et différentes. Après, c'est juste, c'est tout le temps le même raisonnement. Hein. Dans vos tableaux, mettez bien les unités, si vous écrivez en hexa, d'accord. Si vous mettez des octets, ou des bits, etc., des fois on vous imposera la taille. Et il y a un truc qui est bien à retenir, c'est que si vous regardez ça, la taille occupée, vous ne pouvez pas avoir dans cette fourchette-là, par exemple C000 et FFFF, vous ne devez jamais retrouver une autre mémoire ou un autre composant qui a les mêmes jeux d'adresse ou qui est dans cet intervalle-là. C'est impossible, puisque le but du jeu, justement, c'est de couvrir la plage complète. Hein. Le but du jeu, c'est de fabriquer ça, en fait. Hein. Voilà. L'espace mémoire, là je vois ça c'est la RAM L0, la L1, la L2, et ça c'est les adresses correspondantes. En fait, le tableau fabrique ceci. D'accord. Donc vous ne devez jamais avoir d'espace d'espace qui se chevauche. Alors, vous pouvez avoir des trous hein, dans la mémoire. La mémoire n'est pas tout adressable. D'ailleurs, c'est le cas dans le DSP. En fait, si vous regardez ici. Ici, dans cette... comment ça s'appelle dans cet espace mémoire-là, les adresses sont codées sur 22 bits. Je vous ai toujours dit que c'était codé sur 22 bits, les adresses dans le DSP. En fait, c'est faux. Je vous ai un peu menti. Les adresses, elles peuvent être codées jusqu'à 32 bits. Et en fait, toute la plage de 000000 à 3FFFFF qui finit là, bah, c'est tout ce plan mémoire-là. Et toute la plage qui part de 3FFFFF avec FFFF sur 32 bits, fait tout le reste, c'est de l'espace mémoire qu'on appelle adressable. Si vous rajoutez au DSP un composant, une mémoire externe, en fait, bah, vous pouvez utiliser cette plage-là. Ok. Bon, on verra pas ça en IF40, mais voilà. Et c'est le cas de nombreux microcontrôleurs. Donc vous pouvez avoir des espaces mémoire qui sont non utilisés. Bien évidemment, les espaces de zone utile sont à l'intérieur de la zone occupée et le recouvrement également. Et ça ne peut pas être utile et recouvert à la fois. D'accord. Donc voilà pour un petit exemple de comment est-ce qu'on décode un circuit de sélection et comment on retrouve un plan d'organisation d'une mémoire d'un microcontrôleur. Voilà, c'est tout pour ce TD. Donc je vous encourage à reprendre ma correction et puis avant de l'apprendre, essayez de réaliser le TD complet afin de regarder. Je vous ai également fait 3 exercices, 2 ou 3, je ne sais plus, dans le cours. Hein. Alors c'est pas le même circuit de sélection, bien entendu. Donc le circuit de sélection, on peut le voir, hein, il peut être composé de décodeurs, de PROM, uniquement de décodeurs en cascade, de PROM en cascade, ou de décodeurs et de PROM en cascade, comme c'est le cas ici. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage.